Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir des intervenants pour parler justement aujourd'hui des signes officiels de certification et de qualité. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est? Et Pierre, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là et nous présenter ce que vous faites par rapport à ça? Bonjour à tous. Donc, Pierre Ginèbre, je suis directeur de l'Institut régional de la qualité agricole et agroalimentaire d'Occitanie. Donc, l'IRCALIM, c'est une association loi 1901 qui fédère l'ensemble des démarches qualité de la région Occitanie. Comme l'a déjà évoqué Vincent tout à l'heure, la région Occitanie se caractérise par être la première région d'Europe en signe officiel de qualité. Donc, les signes officiels de qualité, je les rappelle, ça c'est important. Donc, c'est les AOP, AOC, les IGP, le label rouge, les STG, on n'en a que 2 en région, mais on en a 2, ce qui est une nouveauté. Et ensuite, donc, on se retrouve avec les produits bio. Et à côté de ça, on va le mettre, parce qu'il faut en parler un petit peu, c'est les écolabels. Alors, les STG, qu'est-ce que c'est exactement, Pierre? Spécialité traditionnelle et garantie. En fait, ce sont des produits ou des recettes qui correspondent à une spécificité ou un savoir-faire. C'est-à-dire, on n'est pas sur une origine, on garantit un savoir-faire ou une spécificité. Alors là, on est à Toulouse, par exemple, la saucisse de Toulouse, c'est un STG ou pas? Alors, ce n'est pas une STG, c'est une dénomination charcutière spécifique qui est codée par le code de charcuterie, mais qui qui aurait pu être une spécialité. Celles qu'on a dans la région, en fait, on en a une qui porte sur le lait de foin. Donc, on a 4 producteurs dans la région. Et on en a une autre qui est un petit peu spécifique, qui porte sur aussi un mode de production autour du veau sous la mer. Ok, Voilà. très bien. Alors, ça a été fondé en quelle année, IRCALIM? Alors l'IRCALIM, ça a été fondé au tournant des années 90 à l'initiative de la profession agricole, encouragée et soutenue par la région à l'époque, partant du constat partagé. Alors maintenant, ça semble une évidence. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Il faut se rappeler quand même il faut le remettre dans le contexte. Dans le constat, c'était que sur le strict rapport volume-prix, de nombreuses filières en Midi-Pyrénées à l'époque ne seraient très vite plus compétitives. Donc l'idée, ça a été d'aller chercher de la valeur ajoutée pour la ferme de Midi-Pyrénées, constat que l'on partageait maintenant et sur lequel tout le monde semble plus ou moins accordé, mais au départ, c'était quand même très spécifique et très particulier. Alors, les signes officiels de qualité sont une stratégie, mais on retrouve aussi le développement, donc on en a parlé, on est quand même sur des exploitations un peu particulières, on retrouve aussi le développement du tourisme et de l'accueil à la ferme, du circuit court, aussi à l'inverse, on parle aussi de semences, on parle de choses comme ça, qui permettent de valoriser ces exploitations et de mettre la valeur ajoutée. Ok, très bien. Alors, j'aimerais donner la parole à Laurent maintenant par rapport à la vision que tu peux avoir sur les sujets de l'innovation vis-à-vis de ça et de la certification. Alors, juste peut-être te présenter en premier lieu et nous donner un peu ton regard par rapport à ce que fait AgriSud-Est Innovation sur ce type de sujet. Oui, donc je suis Laurent Gier, moi je suis le directeur général d'un pôle de compétitivité qui s'appelle AgriSud-Ouest Innovation. Donc c'est une association de 400 adhérents qui aide ses adhérents dans le processus d'innovation. Et on travaille donc sur les filières agricoles agroalimentaires sur 2 régions du sud-ouest, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que le sujet de la table ronde, qui est la valeur au travers des SICO, c'est un sujet important parce que déjà, c'est vrai que les signes officiels de qualité et la certification permettent de se distinguer. Après, c'est toujours le point délicat et sur lequel on travaille en innovation, c'est la promesse, la garantie de la promesse. On sait qu'il y a des signes officiels ou en tout cas ou des marques même parfois qui se font challenger sur le fait qu'effectivement la promesse derrière elle n'est pas forcément aussi claire que ce qu'on le dit dans les publicités. Et donc aujourd'hui c'est beaucoup des sujets de traçabilité, donc avec notamment beaucoup d'outils numériques. On est à Toulouse et aussi l'apport du spatial sur qu'est-ce qu'on met dans notre champ, comment est-ce qu'on travaille la production agricole, et ensuite ces bonnes pratiques agroécologiques comme on les appelle aujourd'hui peuvent se traduire effectivement derrière un signe officiel de qualité ou une marque et effectivement donner cette promesse sur le produit au consommateur. Après, ce qui est délicat aussi, c'est au niveau du consommateur de faire en sorte que ce soit facile d'accès cette promesse. Et aujourd'hui, on a, nous, quelques entreprises, quelques startups, par exemple, aussi, qui travaillent sur ces sujets. Justement, en Occitanie, quel type d'entreprise on peut trouver? Est-ce que c'est un paysage florissant en termes d'innovation?
Alors en termes d'innovation, comme je disais sur la partie vraiment agricole, agroalimentaire, il y a des innovations qui sont plutôt portées par effectivement les gens qui travaillent sur le numérique. Il y a une entreprise qui est sur Montpellier qui s'appelle Foodpilot qui travaille spécifiquement dessus, qui est aujourd'hui sur un segment qui est d'essayer de mettre en place un écolabel, un éco-score, on va dire ça comme ça, donc qui travaille vraiment sur la partie environnementale. Même s'il y a des démarches aussi nationales, mais l'idée c'est de montrer par exemple que pour le consommateur, si 2 baguettes sont devant lui, elles peuvent avoir cet éco-score différent parce que la baguette A, je sais pas, son blé, il aura été travaillé en agriculture régénératrice par exemple, le B classique, et du coup, même si le prix est le même, la valeur n'est pas la même. Voilà, l'impact n'est pas la même, et donc en tant que consommateur, je peux choisir du coup quoi acheter. Donc, ok, c'est très intéressant cette notion entre le prix et la valeur. Juste Pierre, est-ce qu'on peut vous redonner la parole pour avoir un petit peu votre vision? Est-ce que vous avez des échanges justement avec des acteurs de l'innovation par rapport au sujet que vous portez pour accompagner le sujet autour de ces signes de valeur? Ces signes de qualité et d'origine, ou ces signes officiels, en fait, c'est la pointe émergée de l'iceberg, si je devais dire. Je vais juste te rappeler quand même que ça se base quand même d'abord et au préalable sur une agriculture et un agroalimentaire qui est l'une des meilleures quand même que l'on trouve dans le monde. On a un peu tendance à l'oublier, on a même beaucoup tendance à l'oublier, mais on a quand même là un gain qualitatif dans nos productions européennes et particulièrement en France, et qui est quand même assez spécifique. Et ça se fait grâce à l'innovation. On a des entreprises qui portent l'innovation, et nos filières, même si ce sont des produits traditionnels, sont quand même assez souvent à la pointe de ce développement. Et souvent, on voit quand même que ce sont par ces outils-là et par la diffusion de ces outils-là que se fait la transmission des modes de production ou des outils à l'ensemble de la chaîne. Alors, je vais en citer quelques exemples. Au tournant des années 2000, donc on était, je le rappelle, ça ne va pas rappeler des bons souvenirs à tout le monde, mais dans les années 2000, on était en plein sur la crise de la vache folle. Toute la traçabilité, tous les éléments de traçabilité bovins ont été d'abord déployés sur des modèles qualité viande label rouge. Les bases alimentaires donc, étaient basées sur un logiciel qui s'appelait ELISA, qui à l'époque était le top de l'innovation, qui concentrait et qui était au départ un outil plutôt porté par les labels rouges. Je peux faire même la même démonstration maintenant où les enjeux sont peut-être plus sur la durabilité. Les producteurs bio et l'engagement des producteurs bio est en train de diffuser des process, même si c'est pas facile, même si c'est pas simple. On peut parler de confusion sexuelle par exemple et d'utilisation de la confusion sexuelle. On peut parler des auxiliaires. Ça, c'est des techniques qui ont été mises au point par les producteurs bio et qui vont bénéficier par ricochet à l'ensemble de la filière et l'ensemble des acteurs. Donc ces filières-là, effectivement, elles sont souvent à la pointe de l'innovation et elles servent à porter. Et de temps en temps, là, ça peut se faire aussi dans l'autre sens. Il y a aussi de l'eau conventionnelle qui porte certaines innovations qui vont arriver sur les autres secteurs. Alors très bien, alors ça me permet de rebondir là, en donnant la parole à Jean-René. Jean-René, justement, vous, à votre niveau, comment vous intégrez ces signes officiels de qualité, de certification dans votre politique d'achat, de sourcing, et dans la vision que vous pouvez avoir à l'échelle aussi d'un industriel et d'une entreprise qui est étendue sur des territoires très larges, voire même mondiaux? Alors, donc je m'appelle Jean-René Lemay, je suis le directeur des achats pour le groupe Honoré, qui possède donc 5 usines en France sur des fabrications de pâtisseries, traiteurs et macarons. Et aujourd'hui, en fait, on a une démarche un petit peu différente, ou du moins, on a un petit peu à côté des signes de qualité tels qu'ils peuvent être évoqués aujourd'hui d'AOP IGP. Mais cela étant, nous, ce que l'on recherche dans les signes de qualité chez nos fournisseurs, ça va être des certifications de type BRC, IFS, des ISO 22000, qui nous permettent de dire qu'il y a des acteurs, des industriels, des exploitations agricoles qui sont en capacité de pouvoir proposer en fait des produits qui sont très qualitatifs. Et c'est vrai qu'on pourrait dire pourquoi est-ce que le groupe Honoré ne va pas chercher des IGP. On aimerait bien, c'est pas un défaut, hein. Si demain on développe un canapé apéritif avec du veau de l'Aveyron, ce serait avec plaisir. Mais aujourd'hui on travaille avec des clients qui sont majoritairement donc des marques distributeurs, donc on répond à nos clients là-dessus. Et donc pour aller chercher ces signes qualité, eh bien, écoutez, on fait des audits, on vérifie les certifications de nos fournisseurs
pour s'assurer que les produits que l'on achète, qui rentrent dans la fabrication de nos produits finis proposés à nos clients, soient à la fois sains, bons, durables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des produits de qualité dans le Tarn-et-Garonne où on achète principalement de la pomme du Tarn-et-Garonne. On a des signes qualité aujourd'hui avec des ovoproduits que l'on prend en Aquitaine. On est en train de mettre en place une filière d'approvisionnement de blé NFV30 avec le groupe Arteris. Donc voilà, on n'est pas sur des IGP ou des AOP, mais nous, en tant qu'industriels, parce qu'on a le besoin d'avoir une masse de produits aussi à disposition pour la fabrication de nos produits, d'avoir des partenaires qui font aussi des choses très très bien via ces certifications. Alors Laurent, tout à l'heure, nous parlait d'innovation, de traçabilité, peut-être même de blockchain, on pourra en parler aussi. Est-ce que vous, ça s'est intégré au niveau du groupe Honoré, des sujets d'innovation qui peuvent vous permettre d'inscrire votre politique d'achat, de sourcing dans cette vision de la qualité, la certification, quelle approche de l'innovation peut aussi s'intégrer dans cette vision-là, quoi? Alors, nous, on est très à l'écoute de l'innovation de la part de nos fournisseurs, puisque l'innovation va créer de suite un avantage concurrentiel que l'on peut avoir vis-à-vis d'autres de nos concurrents. Donc, on est très à l'écoute de ce qui se fait aujourd'hui. On a des équipes R&D sur nos usines qui prennent en compte les innovations proposées par nos fournisseurs, on essaie de les mettre en avant. Mais derrière ça, il y a aussi les innovations qui sont faites au niveau de la traçabilité, au niveau des pratiques et des processus chez nos fournisseurs, qui nous permettent de dire, ben voilà, je préfère aller sélectionner un fournisseur qui a mis en place ces bonnes pratiques, qui met de l'innovation sur la traçabilité de ses produits, parce que demain, c'est ce qui nous est demandé en fait par nos clients, et on a cette obligation. Et aussi, c'est une valeur qui est ancrée chez nous au sein du groupe Honoré, d'aller chercher des produits de qualité et innovants au sein de nos fournisseurs. Ok, très bien. Alors là, je vous propose d'interroger Bernard Bagnéris. Je connais votre vision sur cette agriculture et cette alimentation pour tous, la résilience alimentaire sur les territoires. Vous, Bernard, comment vous intégrez ces signes de qualité, ces signes officiels de qualité, de certification dans ce que peut faire au niveau alimentaire le département de la Haute-Garonne et auprès de ses cantines, auprès des différentes personnes usagères de l'alimentation sur votre département? Alors, tout d'abord, les signes officiels de qualité, en partenariat avec l'IRCALIM, nous les côtoyons et nous les avons accompagnés de longue date au Conseil départemental de la Haute-Garonne parce que la Haute-Garonne est porteuse de nombreux signes officiels de qualité. Je veux le vin de Fronton, agriculture AB, l'agneau des Pyrénées, l'ail de Cadour, je vais en oublier, je vais faire des malheureux. Mais par exemple, sur l'agneau des Pyrénées, le département a été un acteur très proactif pour arriver à avoir cette certification et cette qualification. Les signes officiels de qualité, donc, nous les avons portés, nous continuons à les porter. Et en tant qu'en charge de l'agriculture et des circuits courts au département, on a dit, le président a lancé cette idée, plutôt que de parler des circuits courts, nous allons être proactifs. C'est-à-dire que nous avons 103 collèges actuellement qui sont tous dotés d'une cuisine in situ. Donc on ne part pas de zéro, on a une légumerie dans chaque collège. Donc on va monter en gamme dans la qualité de la restauration qui est déjà qualitative dans un grand nombre de collèges. Je ne dis pas tous, on a des marges de progression. Et donc la loi Egalim nous impose d'avoir 20% de bio et 30% de produits bio ou sous signe de qualité. Donc nous sommes dans cette démarche, mais avec une volonté double, qui est à la fois d'amener une nourriture beaucoup plus qualitative socialement pour tous. Ça rejoint le débat de tout à l'heure, mais nous prenons l'engagement de servir 55 000 repas tous les jours à quelles que soient les strates sociales de notre département, avec une nourriture de qualité. Et la deuxième volonté, c'est que cette nourriture de qualité se fasse dans un approvisionnement territorial. Alors, bien sûr, je connais les caricatures, on ne va pas avoir les bananes sur le sud de la Haute-Garonne. Mais si vous voulez, autour des collèges, on va d'abord rechercher territorialement
ce qui peut approvisionner nos collèges et rendre la restauration collective avec un double objectif, manger mieux et faire vivre les territoires et apporter de la valeur ajoutée à nos agriculteurs. Et là, vous faites comment? Vous avez des partenariats avec des industriels, avec des agriculteurs, avec les filières, avec Alors, la profession? pour Comment les l'instant, choses se structurent au niveau du département? ce programme 100% fait maison, bio et local, ça ne sera pas 100% bio. De suite, on est conscient des difficultés. Il est en train de monter en charge. Aujourd'hui, nous avons 23 collèges qui sont dans cette dynamique, qu'on accompagne en 100% local, et on monte en gamme vis-à-vis de la loi Egalim, et on les accompagne en formation, en goût aussi pour nos enfants, parce qu'ils ne sont pas tous habitués à goûter certains produits. Donc il y a aussi cet accompagnement pédagogique qui est nécessaire pour monter en qualité. Voilà, il faut leur faire prendre conscience. Tous n'en sont pas conscients. Donc, votre question, c'était? La question que je vous posais, c'était quel partenariat vous arrivez à faire avec les agriculteurs? Alors, le partenariat, la typicité du conseil départemental, c'est que nous avons 27 conseillers agroenvironnementaux, que nous travaillons aussi étroitement avec la Chambre d'agriculture. L'objectif, c'est de donner à nos agriculteurs de la Haute-Garonne un signe fort en leur disant, voilà, la collectivité va être en capacité, je ne vais pas vous donner le bon chiffre, mais d'acheter 60 tonnes de carottes à distribuer dans 103 établissements à une raison d'une tonne semaine. Enfin, voilà, des chiffres. Mais ça va donner un cap aussi à l'agriculture haut-garonnaise pour qu'elle s'engage dans cette production et faire une valeur ajoutée ou des ateliers nouveaux sur certaines exploitations. Voilà, les partenariats, on ne les montera pas tout seul. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas le 100% local et les signes officiels de qualité qui vont rentrer dans cette alimentation sans qu'il y ait un vrai partenariat avec les territoires et avec les agriculteurs. Et ça, vous arrivez à l'inscrire aussi dans une politique budgétaire qui peut être restreinte, complexe? Comment les choses un peu s'orchestrent? Est-ce que c'est cher de faire du signe de qualité ou justement il y a quand même un gain aussi pour le territoire de faire ça? Il y a un gain pour le territoire. Déjà, si on diminue les déchets au niveau de la Restauco, on va trouver des marges de manœuvre. Ensuite, le fait d'avoir de la protéine végétale qui va être introduite dans les menus un jour par semaine, par exemple, eh bien, va nous permettre de lisser quelque part nos coûts de revient. Ensuite, on a des pistes qu'on est en train de travailler. Tout ça, c'est un travail d'ingénierie qui nous fait réfléchir à avoir une vision d'un plan alimentaire départemental réparti sur l'année, regarder la saisonnalité des produits, déjà, diminuer le choix dans nos restaurants. Et quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas 3 entrées à choisir, vous n'avez pas 2 plats à choisir, 4 desserts en sélection. Donc, il y a toute cette démarche qui est en train d'être mise en place. Je ne vous dis pas que tout est gagné. On est des besogneux, on travaille chacun à son échelle pour pouvoir gagner ce combat. Et on espère, dans la planification qui a été donnée, c'est-à-dire 23 établissements aujourd'hui, 25 l'an prochain, 25 l'année d'après, 25 la dernière année de notre mandat, avoir l'intégralité de nos établissements qui seront rentrés dans cette démarche. Je reviendrai pour vous dire là où on en est. Voilà. Alors justement, peut-être un petit mot de conclusion. Pierre, la question que je me pose par rapport à tout ce qui s'est dit, est-ce que vous, à votre niveau, il y a des actions un peu de sensibilisation, formation des acteurs de l'agro-industrie, des départements, des chefs de cuisine en restauration pour cuisiner peut-être certains produits de qualité qui sont peut-être pas forcément usuels, ou comment on peut sensibiliser aussi le consommateur à ce niveau-là? Est-ce que vous avez quelque chose à nous apporter, à nous éclairer sur ça?
ce qui est certain, j'ai pas la solution. Je veux dire, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on parle souvent de changer le modèle agricole. Il faut, dans le contexte dans lequel on est, avec le changement climatique, avec les évolutions qui sont en train, il faut qu'on change le mode de consommation aussi. Et le mode de consommation, il a évolué. Faire voyager un chou à travers toute la France, alors qu'on peut le produire juste à côté, pour gagner quelques centimes d'euros, parce que comme l'a dit mon collègue, effectivement, quand on est un industriel et quand on est en concurrence avec les autres, ça se joue à quelques centimes. Donc on va aller chercher toujours le meilleur coût économique du produit. À un moment donné, il va falloir intégrer la résilience des territoires, les résiliences différentes. Et pour l'instant, il faut comprendre que tout cela, à un moment donné, ça va quand même peser en bout de chaîne sur le consommateur et sur le choix que va pouvoir faire le consommateur. Et ça, c'est un des gros enjeux. Et effectivement, on intervient tout au long soit auprès des autres acteurs, soit auprès des consommateurs. L'idée, c'est vraiment, et on le voit bien dans cette journée, l'idée, c'est qu'effectivement, chaque maillon ensemble a besoin de travailler pour arriver à faire passer ce message-là. Et ces filières, parce qu'effectivement, là, j'intervenais au nom des SICO, mais ces filières, y compris de certification, elles sont un peu le lien entre le producteur, l'utilisateur et le consommateur derrière, puisqu'au final, quand même, c'est pour amener un produit tel que l'attend et tel qu'il est prêt à l'acheter le consommateur. Alors justement, par rapport au consommateur, Jean-René, vous le sentez comment, la sensibilité du consommateur vis-à-vis de ce sujet-là ? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que je suis plutôt en amont de la chaîne, mais aujourd'hui, le consommateur, comment est-ce qu'on le perçoit aujourd'hui ? C'est quelqu'un qui est soucieux de son achat et de son alimentation, mais il a quand même un regard sur le coût. Et je ne dis pas le prix, le coût, puisque le coût englobe, on englobe des notions de prix d'une matière, de certification, de territoire, de durabilité. Donc il est au courant de ça, il est soucieux de cela, et c'est vrai que nous, proposant des produits à nos consommateurs, on essaye la plupart du temps de leur proposer un produit qui soit sain, accessible et qui aussi doit raconter une histoire. C'est pour ça que nous, on est plutôt sur du Made in France. On essaie de proposer des produits français la majeure partie du temps pour leur dire que voilà, on a un territoire à mettre en valeur. Et il est important que tout le monde, comme vous le disiez, au niveau de la chaîne de valeur, puisse participer, et le consommateur en particulier. Donc je pense que c'est ce qu'il attend aujourd'hui. Par rapport à ça, Bernard, justement, est-ce que vous sentez les gens sur le territoire très sensibles à ces sujets-là de qualité ? Quel est le retour que vous avez un petit peu des Haut-Garonnais et des 55 000 bénéficiaires? Oui, voilà. Je n'ai pas la prétention de donner le point de vue sur les Hauts-Garonnais, si ce n'est que je suis un Haut-Garonnais moi-même et que, comme vient de le dire mon voisin, il y a un phénomène économique. Aujourd'hui, on est face à on est confronté à tout cela. Nous aussi, dans la restauration collective. Après, on a des pistes de réflexion qui permettraient, suivant la tarification qu'on pourrait mettre en place, de gagner quelques centimes qui nous permettraient de monter en gamme. Il faut que les consommateurs se rendent compte que la dépense supplémentaire qu'ils peuvent faire dans les choix qualitatifs, c'est aussi, et ça va le devenir de plus en plus, parce qu'on va se rendre compte que les analyses sur les produits, les sols de l'agriculture donnent des produits de meilleure qualité suivant comment l'agriculture est pratiquée. Dans la valeur même des produits, l'avantage des signes officiels de qualité, c'est que ça donne une norme, un ordre de fabrication. Et on sait vers quoi on se dirige. C'est la force des produits de qualité. Ce qui, comme disait Pierre, n'exclut pas l'ensemble des autres formes d'agriculture sur le territoire. Je tiens à le préciser aussi.
Oui, tout à fait, les choses sont plurielles. Alors Laurent, peut-être, quelle est votre vision, votre recul, la vision hélicoptère view un peu que vous pouvez avoir, et en phrase de conclusion aussi, parce qu'on arrive quasiment à la fin du temps qui nous a alloué. Je vais tenir le timing, même s'il y a une bonne odeur d'aligot là qui est en train d'arriver. Je voulais rebondir effectivement sur le fait qu'il y a quand même aussi une chose qui va faire bouger les lignes de manière globale, hein, pas que du côté du consommateur. C'est le fait que de plus en plus de grandes entreprises et aussi des PME, donc dans la transformation, vont devoir justifier désormais des bilans qu'on appelle extra-financiers, donc tout ce qui va être la partie sociale et la partie environnementale, et que c'est vrai, comme disait Pierre, il y a de toute façon à un moment donné des trajectoires qui ont été données par certains signes officiels de qualité vers des enjeux environnementaux ou vers des enjeux sociaux, et donc ceux-là, ils vont faire un peu l'aspect global désormais, et donc forcément ça va traîner ou drainer tous vers ces dynamiques où on fera peut-être plus attention effectivement, ou en tout cas on mettra plus d'impact, ou un impact juste, on va dire ça comme ça, sur un enjeu environnemental par exemple, plus que uniquement sur le prix par exemple. Eh bien écoutez, merci à tous pour votre participation à la conférence, et bien on rend le micro.